Bien, bonjour tout le monde et bienvenue à cette première édition de Readers and Translators Week Online. Notre RTWO débute aujourd'hui et nous sommes heureux de vous savoir présents, d'être parmi nous et surtout d'avoir bien voulu soutenir cette activité. Alors aujourd'hui, pour commencer, nous recevons Alexandra Franchto qui nous parlera de son expérience et surtout, vu que le thème c'est relecture et traduction littéraire, les prérequis. Donc, elle va nous parler de elle, comment elle perçoit la chose, ce qu'il faut pour être déjà relecteur, comment se disposer à cela. Et elle, à son groupe, elle est la promotrice d'accompagner votre écriture, votre plume, plutôt qui s'occupe de l'écriture sous divers angles. Que ce soit en littérature, que ce soit en recherche, que ce soit en entreprise ou tout autre. Donc, ces services sont divers et variés. Auprès d'elle, nous avons Pauline Nongono, qui est la présidente d'Acolyte, qui est aussi pour cette discussion, elle est plutôt relectrice. Donc, c'est ce que nous allons retenir pour l'échange que nous aurons aujourd'hui. Pauline Nongono, relectrice, et Jean-Michel Ekele, aussi, pour l'occasion, je m'en tiendrai là, relecteur, et tout le monde nous donnera son avis sur la question et surtout sur les prérequis, parce qu'il y a beaucoup de choses, tout le monde qui se lève et du jour au lendemain, on devient relecteur, on devient traducteur. Donc, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour être à la base, qu'est-ce qu'il faut pour être relecteur ou traducteur? Bien, le temps que Félicité nous rejoigne, parce qu'elle est connectée, mais pas directement disponible. Dans le temps qu'elle vienne, nous allons passer notre petite présentation de l'événement. Et nous reviendrons à vous. Du 3 au 7 juillet 2024, Acolyte et Ghost Universe, engagés dans la production littéraire de qualité, vous invitent à la semaine des lecteurs et des traducteurs. Découvrez l'art de la traduction et de la relecture, les nuances de la langue. Préparez-vous durant cette semaine exceptionnelle à des dialogues enrichissants, à des ateliers pratiques et à des discussions animées qui promettent d'être aussi intense que productive. Tout cela pour vous garantir une expérience qualifiante et certifiante dans le monde littéraire. Vous êtes traducteur ou lecteur passionné, votre contribution est précieuse pour façonner l'avenir du livre. Inscrivez-vous dès maintenant en suivant le lien dans la description et redécouvrons ensemble le plaisir de lire et de traduire. Readers and Translators Week Online pour une littérature de qualité. Très bien, voilà, nous sommes de retour et maintenant disposés à avancer dans notre programme du jour qui est relecteur et traducteur, les prérequis. Bonjour Alexandra. Bonjour, merci de votre accueil et ravi de pouvoir apporter un éclairage sur ce qu'est cette profession passionnante que la correction. Pour répondre assez précisément à cette question des prérequis, moi c'est ce que je propose, de la relecture-correction. Donc je ne parle que pour ce que moi j'ai expérimenté, ce qu'on m'a appris, et ça vaut essentiellement pour moi. C'est pas une parole universelle, loin de là. Mais il me semble que ce qui est important, c'est la considération de la correction. Tout d'abord, c'est une phase essentielle dans la production de tout écrit, et elle demande un vrai professionnalisme pour être effectué et mettre en valeur les textes qui seront produits ensuite. La mission du relecteur-correcteur, ce n'est pas uniquement agir sur la langue, c'est aussi veiller à la cohérence du style, du texte,
de l'accord aussi avec le lectorat qu'il cible. Donc, ça demande une connaissance quand même assez fine des registres littéraires, des différents types de documents, d'approfondir en fonction de chaque commande aussi bien les objectifs du texte et à qui il s'adresse. Et pour ça, en tant que personne, il faut de base une très bonne culture générale, une connaissance du français et de la grammaire irréprochable. Et puis, bien évidemment, beaucoup d'adaptabilité, de souplesse et une grande curiosité avec cette volonté de ne jamais se substituer à l'auteur, mais au contraire d'être vraiment à son service, c'est-à-dire s'imprégner de son style et faire en sorte de le respecter, même si c'est pas la façon dont nous, on aurait souhaité écrire le texte. Tant que c'est grammaticalement correct, finalement, la relecture-correction intervient pas ou peu et n'est pas un jugement surtout sur la qualité du texte qui a été produit. Et une autre posture qui me semble très importante dans le fait d'être correcteur, c'est le grand respect qu'on doit aux auteurs et puis de se voir vraiment comme un trait d'union entre le lecteur et cet auteur pour faire en sorte que le français soit le plus irréprochable possible pour que le contenu puisse être accessible dans toute sa splendeur à la mesure de ce que l'auteur a investi pour le rédiger. Ça, je crois que c'est très, très important. Donc, pour moi, l'un des premiers prérequis, c'est effectivement la langue, mais le deuxième, ce serait des qualités un peu plus humaines dans l'adaptabilité, l'écoute, l'empathie, et puis des aptitudes aussi très personnelles, mais une rigueur, une minutie, une passion pour l'enquête et pour la recherche globalement, parce que voilà, le correcteur, c'est pas quelqu'un qui doit être très sûr de lui, c'est plutôt une personne qui doit douter sans cesse et jamais se reposer sur ses acquis, à mon sens, plutôt être dans une forme de partage et de remise en question perpétuelle où chaque recherche va lui permettre de consolider ses connaissances et surtout de ne pas partir sur des faits acquis et de toujours vérifier ce qu'il corrige pour être au plus juste et n'intervenir qu'en cas de besoin absolu sur le texte de l'auteur pour le respecter au maximum. Voilà, dans un premier temps. Est-ce que vous voulez compléter peut-être un peu? Bon, c'était bien, c'était une très belle introduction. Cela nous permet aussi de dire bonjour à Félicité. Félicité, good morning. Good morning, Ray. Good morning to everyone. I would like to apologize first of all for coming late. I mean, technical errors here and there. So I'm really delighted. I'm really delighted to be part of you and to share my little knowledge about proofreading. All right. That little knowledge will be really important as you are also a translator. You are our today's translator, and you're going to share also about the prerequisites of being a literary translator. Because since this is becoming more and more important and demanding, everyone is becoming a literary translator. So does it just take to go to school to have some degrees and then to come and become a literary translator? So you will tell us more about that. And as you were already on regarding proofreading, you also have your word on that since you have both sides. Because as a translator, you must also be a proofreader because anything that you receive to translate, you have to edit it first. At times, where this is free. Okay, all right. We're coming back to you. Since you are, tell us a bit about the prerequisites of being a literary translator. The prerequisites of being a literary translator, what can I say about that? I think first of all, to actually get into the profession as a literary translator, you should first of all have the knack for reading. I think so. I think that's the very first prerequisite. You should love reading because, I mean, literary translation is all about books. No matter the field, no matter the industry, you need to love books. You need to love to read. You need to love to write. I think it's all about that.
to begin with. Okay. Read, write, that's okay. Donc, pour être un bon traducteur littéraire, bien sûr, et féliciter aussi comprendre très bien français, donc, ce qui veut dire que les échanges seront Tout à fait. oui, bien sûr, tous les échanges seront bilingues. Donc, il faut lire, écrire. Alors, Jean-Michel, est-ce que quand on parle de lire et écrire en mode de relecture, comment doit se tenir véritablement le relecteur? Qu'est-ce qu'il lui faut déjà, suite à ce que Alexandra nous a présenté, qu'est-ce qu'il lui faut pour être un relecteur professionnel? Bien sûr, nous sommes dans la profession. Ok, bon, merci déjà de me passer la parole. Avant toute chose, je voudrais dire bonjour à Félicité et à Alexandra. C'était un plaisir de partager pour une première fois le panel avec elle. Et dès l'introduction, je sens qu'on va beaucoup, on se rend enrichi énormément. Et je vais poursuivre un peu dans la lancée d'Alexandra pour juste ajouter quelques éléments. Bien sûr. Voyez-vous, l'école de pensée à laquelle j'appartiens m'enseigne ou m'impose que chaque fois qu'on fait face on a un sujet, il y a ce qu'on appelle la définition des concepts. Définition des concepts. Alors, quand je reviens à relecture, je constate que relecture, c'est un mot composé. Préfixe re et du radical lecture. Donc, ça veut dire relire. Ce qui signifie qu'au préalable, on l'a lu. Donc, on fait la relecture. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin comme prérequis pour être un bon relecteur? Alexandre l'a dit tout à l'heure, je crois que Félicité aussi embrasse presque la même chose. On a besoin d'une bonne culture littéraire, une bonne culture linguistique. Et on a besoin des outils indispensables, nécessaires pour mener ce travail-là. Donc, je pense que dans un premier temps, on peut s'arrêter à peu niveau. Et puis, avec les autres questions, on va pouvoir développer normalement. D'accord, très bien. Bien sûr, Relais demande d'avoir des outils, mais surtout d'avoir ces connaissances de base. Là, Alexandre nous le rappelle et justement tu nous le précises. Il faut pouvoir identifier ce qui pourrait ne pas être correct dans un texte, oui. Et ça déjà au niveau de la langue, vu qu'on utilise tous une langue. Et pour l'Inongono maintenant, quand on utilise cette langue-là, déjà, pour avancer un peu plus, comment, selon vous, comment se fait-il qu'on en arrive à la relecture? Parce que je vais prendre un cas très simple. Un auteur, celui qui n'était pas, il appelait à être auteur, et celui qui appelait à être lecteur, ils vont à la même école. Ils suivent les mêmes études, mais le destin pousse un à être auteur et l'autre lecteur. Comment se fait-il qu'on en arrive à ce point et qu'il y ait des choses qui échappent à l'auteur et qui vont être qui vont être identifiées au relecteur, par le relecteur? Comment cela se fait-il déjà qu'on en arrive à devoir relire avant de passer maintenant à votre avis sur les prérequis? D'accord. Ok, bonjour d'abord encore à tous et bonjour à ceux qui nous suivent. Je pense que il faut avoir un surplus d'attention. Et lorsqu'on écrit, on peut penser qu'on a écrit quelque chose alors que ce n'est pas le cas. Parce que lorsqu'on écrit, lorsqu'on se relit, les mots sont dans la tête, mais ils ne sont pas forcément écrits tels qu'on les lit en fait. Donc il faut être vraiment attentionné. Et c'est là que intervient le relecteur. C'est-à-dire il est le troisième œil du l'auteur vraiment. Parce que lui, il lit avec un œil plus avisé que l'auteur. L'auteur, lui, qui lit avec, on va dire, l'œil du cœur, en fait. Voilà. Et bien sûr, j'ai un maximum, comme tout le monde l'a dit, en général, il faut qu'il maîtrise la langue. La langue, il faut qu'il choisisse, qu'il soit sûr que le genre littéraire ou alors le texte qui a été soumis à son endroit, qu'il maîtrise les canons, en fait, de la chose. Ce n'est pas parce qu'on relit la politique qu'on relira forcément bien le roman aussi. Donc, il faudrait voir tout cela. Déjà, avec les auteurs, c'est pas parce qu'on est romancier qu'on est forcément un bon poète. Donc, le relecteur, c'est ça. Il faut une attention vraiment particulière pour pouvoir relire et c'est ça qui fait le gros du métier. Si on n'est pas attentionné, c'est clair qu'on ne voit pas les coquilles qui passent. Si on n'est pas attentionné, c'est clair qu'on ne va pas bichonner. Parce que mine de rien, l'auteur doit être bichonné.
On ne va pas dire à l'auteur ton texte est mauvais, va le jeter. Donc, il faut être attention à ce plan-là. Il faut épouser les différentes psychologies. Donc, on est un peu comme des papas et des mamans cool, en fait, hein, pour les différents auteurs. Et c'est la raison pour laquelle nous devons missionner le texte. Très bien. Et Félicité tout à l'heure a parlé de lire. Elle a parlé de beaucoup lire et aussi écrire. Et maintenant, sur ce plan, Félicité, quand tu as parlé de lire et écrire pour être relecteur, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, surtout sur le côté écriture? Pourquoi le relecteur, évidemment le traducteur aussi, tu peux aller sur les deux, pourquoi le relecteur ou le traducteur devrait comprendre l'écriture? Le micro, s'il te plaît. Your mic is off, please. Okay, I'm very sorry. Thank you very much, Ray, for giving me the floor once more. But I think I would like to say something about the question. I believe you asked me at the very beginning, what are the prerequisites for being a literary translator? Right. I think, except I'm mistaken, because that's what I was answering. No, it's okay. That's the question I was answering. Yeah, it's okay. Okay. Yeah, that's a question. All right. Yeah. Yeah. So, can you ask your question again? The question you just asked. Yeah. When you talk about reading and writing, okay. Now writing. Let's focus a bit on writing. So, a literary translator or a proofreading. What is the necessity of knowing the ropes of writing? I would say that everybody has their way of learning. I used to be a teacher, so there is this aspect, I mean, in teaching, where in order for every child to be able to grasp the lesson you are teaching, you need to use the different learning methods. There are people who learn by reading, there are people who learn by writing, that they listen to lectures and they write it down. It's from there that I sort of liking to write or loving to write as a prerequisite for being either a literary translator or a proofreader. Because when you read, you may read a novel, you may read a piece of writing, whatever writing it may be. And for you to be able to remember what you've written, you go down and write it. It may be a new word that you may have come across. It may be a new expression. And for you to be able to remember it, there's some people who may read it and it sticks in their minds. There's some others who would need to write it down for it to be able to speak, for it to be able to stick. And it's not just about writing it down. It's about writing it down and then using it. Maybe in your day-to-day conversations, in your, I don't know, whoever you meet, in short, in your day-to-day conversations. So that's where this idea of writing came from. You don't just need to love to read, you need to love to write too, because translating whatever document you're faced with, you need to write. You need to be able to write and to write well, respecting grammar, respecting sentence construction, respecting whatever rules you're supposed to respect. That's what I was thinking about when I thought of writing, having writing skills. Yeah. Okay. That's really interesting when we're talking of having writing skills, because actually when you're translating, you're writing. You have to write. Even when you're proofreading. Yeah, even when you're proofreading, you have to suggest some ways of saying things here and there. Yeah. And you need to be able, and you need to be able to pass across the message the way the other person will understand. And if you cannot write well, I bet you it will be impossible for you to write something and the other person would be able to understand what you've written. Yeah. Okay, that's great. That's great from your Philly, and really, it's really nice to have you here, because I know that experience of yours, and actually the way you're looking at things here, that's really important. Alors, Alexandra, l'écriture, comment elle se perçoit
dans ton quotidien, quand tu travailles, la place de l'écriture chez le relecteur, quelle est-elle, justement? Alors là, j'ai beaucoup de choses à dire et merci beaucoup Félicité parce que vous avez déjà dit beaucoup de choses très très intéressantes. Moi, je vais pratiquer l'écriture sous deux aspects. Il y a un aspect qui va être professionnel dans le cadre de l'exercice de mes fonctions, même si la réécriture n'est pas toujours demandée par un auteur dans le travail d'une correction. Il est nécessaire de travailler soi-même l'écriture pour percevoir les faiblesses de l'écriture quand elle se présente à nous. Et c'est aussi l'occasion, quand on pratique de manière plus professionnelle sur différents types de textes, d'adopter les codes tout simplement des différents types d'écriture parce qu'un journaliste aura pas la même plume qu'un romancier, qu'un novelliste, etc. Et puis, d'un point de vue personnel, je pense qu'aussi c'est important. Enfin, moi, je pratique, j'écris un petit peu des nouvelles, tout ça, et je trouve ça intéressant parce que comme je suis satisfaite, j'ai assouvi mon envie d'écriture quelque part. Quand je m'adresse à un auteur et que je regarde un texte, que je l'analyse, qui n'a pas été produit par moi et qui correspond pas à ce que moi j'aurais forcément fait, j'arrive à me détacher et à pas être dans l'affect ou à pas chercher à imposer mon idée. Si c'est correct grammaticalement, j'ai pas de frustration. Je sais que moi, mon écriture, je vais la faire ailleurs, ce qui me permet aussi de progresser. Et ça permet aussi de laisser toute la place à l'auteur en ayant différents univers. Et comme Félicité, moi, je ne peux qu'inviter les personnes à écrire, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux pour faire des petits posts pour informer de ce qu'on produit, de ce qu'on fait, de ce qu'on propose. Parce qu'on a aussi une plume à entretenir, tout simplement, pour pouvoir avoir un outil, comme disait Monsieur tout à l'heure, c'est notre outil quand même de base et un des plus importants. Et effectivement, on doit le travailler et on doit montrer que on le travaille sans cesse parce qu'un correcteur et un relecteur, pour moi, il est jamais fini de former. On apprend tous les jours. Et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant. Et l'écriture, oui, comme l'a dit Félicité, je crois que c'est comme la lecture. La base loisir aussi de nos métiers, c'est qu'il faut être passionné et du coup, c'est pas un gros labeur et c'est une discipline qui est aussi importante parce que, et j'arrêterai après parce que je peux en parler longtemps, mais c'est une discipline d'écrire et ça impose aussi une certaine discipline qui va être déterminante dans notre fonction de correcteur. On est obligé d'être discipliné, de se dire au bout d'un certain temps j'arrête, là j'ai tel point et tel point à regarder, le reste on m'a rien demandé donc je reste à ma place. Et c'est aussi une façon de s'entraîner à être rigoureux en fait, tout simplement. Ah, d'accord, oui, s'entraîner à être rigoureux. Ça, c'est plutôt important de le relever. La pratique de l'écriture, oui, permet aux relecteurs, aux correcteurs de se préparer, de se disposer à cette rigueur et comprendre ce qui est produit afin de l'orienter d'une certaine façon, si je suis ce que vous dites. Et maintenant, parlant des outils, Jean-Michel nous en a parlé tout à l'heure. Et là, Jean-Michel, quels sont les outils par exemple, autres qui sont nécessaires à une relecture, à une correction pour atteindre un niveau de professionnalisme, je veux dire, respectable déjà? Le micro, Jean-Michel, le micro. Jean-Michel, si tu peux déconnecter ton micro, bon, je crois qu'il y a une question de souci. Bon, le temps que Jean-Michel revienne, Pauline, si toi, tu peux nous donner ton avis. On a parlé de cette culture, déjà que la lecture et l'écriture peuvent permettre. Mais allons maintenant au niveau de la lecture, parce que c'est qu'à la base, déjà, à la base, tu es bibliothécaire et dans les livres, c'est ton quotidien, la lecture, c'est ton quotidien. Comment, qu'est-ce que le relecteur doit lire déjà? Le lecteur doit tout lire, vu qu'il faut cultiver ses connaissances, il doit tout lire. Maintenant, j'avoue que lorsqu'on est lecteur, il y a quand même des choix. Hein. On va pas, il y a des choses qu'on n'aime pas forcément lire. Mais je pense que si on décide d'être lecteur, on devrait s'aimer. On devrait s'aimer tout simplement. Nous sommes nos professions sont un peu plus freelance, un peu plus individuelles. Donc, si on commence à faire un tri, vous convenez avec moi que voilà, à la fin du mois, on ne pourra pas payer toutes les factures, donc il faut tout lire. Je pense qu'il faut tout lire. Et en tant que bibliothécaire, c'est ce qui m'a forgé parce que quand on est bibliothécaire, quand le livre arrive, on ne va pas dire voilà, je mets pas ça en rayon, je mets ça en rayon.
on est obligé de tout prendre en compte, justement. Et c'est ce qui m'accompagne. J'avoue que en tant que relectrice, un texte, bon, il m'est arrivé de refuser des textes à la relecture. Des textes qui, lorsque je faisais une lecture diagonale, me montraient que j'allais passer un sacré temps et que j'allais plutôt réécrire le texte que de le relire. Et donc là, il faut dire calmement à l'autre, voilà, je vous propose d'entrer par exemple à l'atelier d'écriture pour parfaire d'abord votre écriture et tout. Parce que voilà, si on passe, disons, 3 mois, 4 mois sur un texte, vous convenez avec moi que ce n'est pas évident. C'est du temps quand même qui ne reviendra pas. Voilà, donc, pour lire, c'est vrai, mais il faut faire des choix, comme je l'ai dit au début. Hein. Parce que quand on est relecteur, il faut choisir un canal dans lequel on sera excellent. Et moi, je vais d'un principe selon lequel on peut pas être excellent. Donc, personnellement, moi, je vais le dire clairement, en poésie, ce n'est pas trop ça. J'avoue que j'apprends, parce que le relecteur, oui, comme Alexandre l'a dit, il apprend non-stop. C'est un apprentissage non-stop. Donc, moi, la poésie, au départ, ce n'était pas ça. Comme envoyer un texte de poésie, je ferais l'envoyer à Ray, par exemple, parce que moi, je connaissais mes limites, en fait. Donc, avec le temps, j'ai appris, ça commence à aller. Mais j'avoue que, voilà, ce sont des textes voilà, c'est pas, c'est pas trop ça. Donc, il faut connaître ses limites déjà, je pense. Même si on lit tout, il faut connaître ses limites. Parce que lire et relire, ce n'est pas la même chose. Voilà un peu. Ok, d'accord. Reconnaître ses limites. Félicité, knowing one's limit, how does reading, I may say repair, how does reading repair, what is the importance of reading to a literary translator, for instance? Once you know that everyone has some limits, and as Pauline just said, you must know where your limits are, and how do you compensate through reading? How do you compensate through reading? I think we, as translators, we get to know about something by reading. You may want to learn about nuclear weapons. You have to read. You may want to learn about agriculture, that's growing maybe corn. If you want to know about the subject, you need to read. So reading is actually a way of extending or expanding your knowledge about something. So it is obvious, if you have to be a good literary translator, you need to have that passion for reading. Like Alexander said, you need to have the passion. It's about passion. You start with the passion, and then you know your limits. You know where are my weaknesses, where are my strengths, and so on. And then you look for a way in order to solve those issues, especially the weaknesses. And even if you know your strength, you need to be able to boost your strength even further. And reading is one way of doing that, because through reading you gain a lot of knowledge, a lot. You will know things that people who don't read would not know. You will be able to grasp notions about subject topics that people who don't read would not be able to grasp. So I think, in a nutshell, that's what reading does. Because I remember when I used to grow up, when I was growing up, actually, I used to read anything that I came across. I remember I used to read my mom's, that was in elementary school. I used to read my mother's novels because she had a whole lot of them in the house. I would take Annie, the Mayor of Casterbridge. I read it in elementary school. The Mayor of Casterbridge and many other novels. Yeah, I used to just, anything that came my way, I picked and I read. And it helped me to learn not just how to speak, but to learn new phrases, to learn new words, to learn how to use punctuation, and so on and so forth. So it's a whole package. When you love to read, when you read a lot, it comes with a whole package.
you don't only know about things, you learn about how to make use of the language too. Because different reading different material will enable you know how to use maybe a specific expression in a specific field of study. A specific word is better applied in this specific field than in this other field. I mean, let's take for example the legal field. If you're not cognizant of the expressions of how the legalese write, it will be very difficult for you to be able to translate or to handle any text in that domain, in that field. So I think, in a nutshell, that's what reading. That's how reading helps a literary translation. Yes. Okay, thank you very much, Philly. And yes, reading to learn, reading to know, reading to grow in your profession, and reading to really acquire new ways of viewing things and also diving into some context. Avant de revenir vers toi, Alexandra, pour la question des contextes, parce que le relecteur, parfois, il va se retrouver face à un texte dont le contexte peut lui échapper. Donc là, tu nous en diras, je te laisse un peu y penser, tu nous en diras dans un instant. Jean-Michel, merci d'être revenu. Et justement, on parlait des outils. Tout à l'heure, au début, tu as mentionné les outils pour pouvoir travailler en tant que relecteur. Quels sont les outils que toi, tu peux recommander qui soient très pratiques et vraiment à la base que tout relecteur devrait avoir pour débuter je veux dire, un travail, une mission particulière? Ok, merci. Désolé, la qualité du réseau est mauvaise. Vraiment désolé. D'accord. Très bien. Parlant des outils, on l'a évoqué déjà tout à l'heure. Le premier outil indispensable, c'est l'outil linguistique. Parce que il faut le marteler. La langue, oh mon Dieu, les normes grammaticales, l'orthographe. Il faut, et en tant que relecteur, on doit toujours avoir à côté de soi, ne pas penser que le fait qu'on s'exprime bien en français ou en anglais, quelle que soit la langue, c'est un acquis. Ça peut nous jouer des tours à la peau. Toujours avoir son dictionnaire. Ça, c'est très important. Ne pas prendre tout pour acquis. Le deuxième outil, je parlerai même de l'outil, un outil culturel, un bagage culturel. Parce que voyez-vous, chaque fois qu'on lit, on doit pouvoir s'imprégner de la culture, en fait, du contexte qui est décrit dans le texte. Je vais prendre un exemple qui peut-être va vous choquer peut-être. On a eu un discussion sur le sujet. Quand on lit Tant de chiens de Patrick Gannon, par exemple, forcément que Félicité l'a lu, la traduction Dog Days en anglais. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la dame qui a traduit, Patrick Gannon a dit le bâton de manioc, on mange le bâton de manioc. Elle, quand elle traduit, qu'est-ce qu'elle dit? Cassava stick. Cassava stick. Oui. Est-ce que c'est la même chose? Vous voyez, quel que soit le Camerounais que vous entendez la vie, vous dites, j'ai mangé le bâton de manioc, il sait exactement à quoi que ça renvoie. Vous voyez, il y a un problème culturel. N'est-ce pas? Lorsqu'elle dit, on dit Azambo. Lorsqu'on dit Azambo, par exemple, dans le même pays. Pardon? Peut-être qu'il faudrait expliquer à Alexandre que le bâton de manioc, en fait, qu'elle soit dans le beurre, elle aussi. Ok. Bon, Alexandre, excusez-moi. En fait, c'est pas grave. Ok, au Cameroun, chez nous, dans notre culture, il y a un mets particulier qu'on appelle bâton de manioc. C'est le manioc qu'on a trempé dans l'eau pendant un certain temps, il s'est ramolli, on l'a écrasé, on l'emballe dans les feuilles. Et on l'attache, et on le fait cuire. D'accord. On le fait cuire et ça se vend sous plusieurs formes. On le mange sous plusieurs formes avec plusieurs accompagnements, sauce d'arachide, mets de pistache, grains de courge, pas mets de pistache, grains de courge, poisson à la braise et tout ça. C'est le complément principal. Voilà. Alors, lorsque elle traduit, elle dit cassava stick, le Camerounais qui lit,
Ou le monsieur qui va aller à l'étranger, comment quelqu'un peut manger des tiges de manioc. C'est ce qui apparaît directement, n'est-ce pas? Alors, il y a un problème culturel qui n'a pas été pris en considération lors de la lecture, de la relecture et de la traduction. Le même péché, on peut le constater quand on dit Azambowam dans le même texte. Azambowam, ça c'est une langue locale. Pauline est bien placée pour nous dire. Azambowam veut dire oh mon Dieu. Ça c'est la traduction en français. Azambowam. Mais lorsque elle est traduite, elle dit it is a kind of curse dans le glossaire. It is a kind of curse. Vous voyez, nous sommes complètement. La personne qui lit, en fait, il est carrément à des années-lumière de la réalité du texte, n'est-ce pas? D'où la nécessité d'avoir ce bagage, cet outil culturel-là. Lorsqu'on lit, il faut apprendre à s'approprier de ces outils-là. Maintenant, aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies, on a cet outil qui nous est tous indispensable, que nous utilisons presque tous maintenant, qui est Internet et surtout l'ordinateur. Il faut savoir le manier. Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons plus, c'est vrai, qu'il doit être appris de plus en plus pour le manipuler. Bon, mais il faut avoir des outils, même de base, pour pouvoir manipuler ces objets-là, afin que nous puissions être plus performants quand il s'agit de relire et de produire rendre notre service dans ce secteur. D'accord, très bien, merci beaucoup Jean-Michel. Là, on a fait le tour de certains outils dont nous parlons régulièrement en atelier, les dictionnaires, la lecture elle-même déjà qui a été largement reprise, les valeurs culturelles, qu'est-ce qui se corrige, qu'est-ce qui se traduit, qu'est-ce qui ne se traduit pas, de le reste là. Et le relecteur doit être au fait de tout cela pour ne pas juste être assis chez lui et n'avoir que lui pour référence. Il doit pouvoir travailler sur un plan d'ensemble. Alors, Alexandre, je reviens vers toi sur la question du contexte. Alors, comment toi, en tant que relectrice, tu gères les contextes, surtout ceux qui te sont nouveaux quand tu rencontres un texte? Alors, la magie des textes, c'est que c'est un grand voyage, effectivement, et que les impairs que vous évoquez là, il faut les éviter. Et c'est là que la commande et l'accord avec la personne qui nous demande le travail sont essentiels et que ça doit être extrêmement clair et déterminé parce que pour tout type de texte, après je reprendrai peut-être un petit peu par branche, mais pour tout type de texte, l'intervention du correcteur elle va dépendre complètement du degré d'intervention que lui permet l'auteur ou le commanditaire. Et il peut pas prendre d'initiative, le correcteur, sur un texte, par exemple en faisant de la réécriture ou en omettant une traduction indispensable au service du sens et au service du lecteur. Donc déjà, c'est quelque chose à baliser très clairement. Par ailleurs, il y a aussi une chose qui est très très importante, c'est la charte à respecter, qu'il faut absolument partager tout de suite pour éviter les impairs, pour éviter de faire et défaire, et puis pour rester au plus proche du souhait du commanditaire. Et c'est de cette manière-là, par le biais d'une commande très précise et très balisée, extrêmement bien discutée avec le commanditaire, que le correcteur peut savoir ce qu'il peut être amené à faire ou pas, parce que de la réécriture, on n'en fera pas sur tous les textes, même si parfois ça nous démange. Et si l'auteur, il a dit non, il faut rester à sa place et c'est comme ça. Après, je pense que l'approche, elle va être très différente. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, entre un texte qui est un site internet d'une entreprise et un texte qui va être plutôt littéraire. Effectivement, comme disait Pauline, c'est formidable quand on a une expertise, qu'on est déjà à l'aise dans un certain domaine. Par exemple, je sais pas, des publications scientifiques. On connaît un petit peu le vocabulaire, etc. Mais quand c'est complètement nouveau, bah là, il faut pas hésiter à faire des heures supplémentaires pour s'immerger. Alors, à la fois dans ce texte-là, mais dans ce type de littérature-là. Si moi, demain, on me fait corriger un texte scientifique, je pense que je vais lire 2-3 revues avec des bons articles dedans pour savoir un petit peu dans quoi je mets les pieds, comment on manipule le français dans ce contexte-là, parce que, par exemple, les répétitions. Eh ben, dans un roman, ça peut être formidable si c'est une figure de style. Mais
dans un texte commercial, elles peuvent exister aussi, mais elles n'auront pas le même but. Et il faut savoir les repérer parce qu'elles sont utiles à permettre de vendre. Dans un texte scientifique, c'est tout simplement la rigueur qui va avec le fait de nommer certaines choses. Donc voilà, il faut être souple, il faut bien réfléchir au contexte de publication, au lectorat aussi. On ne peut pas s'adresser dans le cadre de la littérature enfantine comme on parlerait dans une revue généraliste. C'est impossible. Les enfants, ils vont pas comprendre, ils sont pas à ce degré-là et c'est pas leur intérêt d'ailleurs. Donc voilà, je pense que le lecteur, le correcteur et le lecteur d'ailleurs, le relecteur, il doit d'abord se mettre dans une posture de grande ouverture vis-à-vis de son texte, s'immerger dans le domaine, s'immerger dans le texte qu'il va corriger pour être au plus proche du propos de l'auteur et éviter de commettre des impairs. Là, on parle de l'interculturalité, mais dans le cadre d'un texte scientifique, ça peut être très grave de confondre deux termes ou de mal orthographier un et qu'il ait un homonyme. Enfin, ça peut changer tout le sens d'un texte. Donc, il faut être patient et se laisser le temps, parce que c'est un gros travail qui vraiment, personnellement, me liquide le cerveau, mais qui est indispensable et au service d'une production de qualité. Il faut savoir prendre le temps et être humble aussi, se dire là, je sais pas, donc je cherche, comme vous disiez, avec votre dictionnaire, avec le lexique des normes orthotypographiques, celui-là, il est indispensable. Pareil sur le bureau avec le dictionnaire. Et c'est là que c'est un travail d'enquêteur et qu'il est fascinant aussi. Voilà. D'accord, ouais, très bien. Et tu as relevé quelque chose de particulier qui est celui de l'intérêt. L'intérêt, maintenant, Pauline, pour revenir à... Parce que Alexandra a relevé pas mal de points très, très importants pour la relecture, déjà la relecture ou la traduction, parce que déjà, on se rend compte que l'attitude, les dispositions sont quasiment les mêmes. Maintenant, l'intérêt. Quel est l'intérêt, je veux dire, de se situer déjà par rapport à un texte pour le traduire? Tu as déjà eu à avoir des textes sur lesquels tu as ton opinion à toi. Maintenant, qu'est-ce qui perturbe? Je veux dire, quand on parle, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt lors de la relecture entre tes opinions, ta perspective et ce que l'auteur présente et le sujet qu'il présente sur lequel toi tu as une autre idée? Bon, vu qu'à la base, ce n'est pas écrit par l'auteur, donc normalement, je ne devrais pas avoir cela. Toutefois, comme j'ai dit, l'auteur ne sait pas tout. L'auteur pose juste voilà, ce qu'il sait. Et le rédacteur derrière, ce qu'il devrait faire, c'est faire des propositions. C'est aussi à ça que c'est le travail que l'on fait après la relecture avec l'auteur. Parce que justement, il faut lui dire, si vous êtes convaincu que vous proposez, c'est ce qui devrait normalement, parce qu'il ne sait pas tout non plus. Et donc là, vous discutez avec lui, vous lui apportez les éléments. Parce que mine de rien, on va dire que le relecteur est dans l'ombre, mais si quelqu'un détecte la même chose après, quand le livre paraît, et il dira, ben, c'est Pauline qui a relu mon livre, c'est votre réputation qui est dans le... Donc vous devez tout faire, comme Alexandra l'a dit, faire un travail de fond, discuter ensemble, trouver les éléments qui vont unir vos deux propositions afin que le texte lui... Parce que vous êtes tous les deux responsables, Amine. Vous êtes tous les deux responsables de ce texte-là. Même si vous êtes dans l'ombre, mais c'est l'auteur, c'est ce... Donc il faut faire des propositions lorsqu'on est sûr. Et maintenant, quitte à l'auteur ou à voir pour l'éditeur ou à l'autre de ne pas prendre vos propositions, mais vous, au moins, vous aurez la preuve que votre travail, vous l'avez bien fait derrière. D'accord, ça c'est très important aussi. Nous allons prendre une légère pause et le temps de repasser notre grande bande-annonce. Mais entre-temps, je voudrais rappeler à tous ceux qui nous suivent qu'ils peuvent poser leurs questions, leurs préoccupations, leurs suggestions, et s'ils sont relecteurs, s'ils sont auteurs, s'ils sont juste des passionnés, s'ils ont des choses à comprendre. Nous avons un panel suffisamment riche pour pouvoir vous répondre. Donc, après une petite minute, nous vous revenons.
Du 3 au 7 juillet 2024, Acolyte et Ghost Universe, engagés dans la production littéraire de qualité, vous invitent à la semaine des lecteurs et des traducteurs. Découvrez l'art de la traduction et de la relecture, les nuances de la langue. Préparez-vous durant cette semaine exceptionnelle à des dialogues enrichissants, à des ateliers pratiques et à des discussions animées qui promettent d'être aussi intense que productive. Tout cela pour vous garantir une expérience qualifiante et certifiante dans le monde littéraire. Vous êtes traducteur ou lecteur passionné, votre contribution est précieuse pour façonner l'avenir du livre. Inscrivez-vous dès maintenant en suivant le lien dans la description et redécouvrons ensemble le plaisir de lire et de traduire. Readers and Translator Week Online pour une littérature de qualité. Très bien et merci toujours d'être avec nous. Maintenant, nous allons passer, il va nous rester un peu plus d'une demi-heure pour boucler cette ce premier échange de notre Readers and Translators Week Online. Alors, félicité. Moi, je me fais appeler Féli. So, tell us a bit, now that we're talking about literary translation, and how do you stand, you as a translator, when you face a work that you, maybe, can you translate, should a literary translator accept any kind of work? I mean, there's somebody who called me one day and asked, can you translate a text that is, a work that is promoting homosexuality? And somebody asked me if I could translate a work that promotes homosexuality. So tell me a bit about your own position as a translator. How can one stand towards that? How can one do what? How can one stand toward those kind of work that don't go along with your education? I mean, your education, your belief, and anything like that. So how do you say, do you, as a translator, will you accept that work? I'm talking about the mindset of a literary translator. How do you stand to regarding that kind of work? That's really a tricky question. That's an very interesting question and a tricky one. I would say that as a literary translator, before being a literary translator, I am an African and a Cameroonian, and I grew up in a kind of conservative environment. And despite the fact that I have become what I am today, there are those values that were inculcated in me. I mean, I'm talking about myself. There are those values that were inculcated in me while I was growing up that I can't just discard. Yes. So in a case like this, I'm going to consider all of those values, and I'll try to weigh the pros and the cons. And I think going by the values that I was brought up with, I'm not very sure. I'm not very sure I'll be very comfortable taking such a literary translation job. I don't think I'll feel very comfortable. But it all depends on the individual. It all depends on the individual. In my context, it's true that you need to be open-minded. That's true. As a translator, first of all, you need to be open-minded. But there are things that we consider taboo. Yes, there are values, as I said at the beginning, and looking at our values, really,
something like this, that kind of gig, I'm not sure I'll be able to take it. But it all depends on the individual. Yes, it depends on the individual. Okay, all right. Yeah, that can be fair from it because at first you're a human being, and yes, and now you have some values that you grew up with, and now you may be asked to, or you may be hired to translate a particular work that doesn't match or that doesn't meet your those values, and yes, you can be tempted to say no, regardless of the amount of money that is being given, and that solely depends on each translator. That's right. Yeah, regarding that one. Maintenant, Jean-Michel, j'aimerais qu'on parle d'une autre question qui aussi arrive très souvent. Nous avons tous eu à rencontrer ce cas de figure, avoir à corriger d'autres, avoir à corriger des corrections, avoir à relire des relectures déjà faites. Maintenant, quelle est l'attitude à avoir? Vous avez un texte qui a été relu et il vous est envoyé pour relecture. Alors, vous avez un collègue qui a déjà fait le travail et le texte vous arrive. Maintenant, quelle est l'attitude déjà que devrait avoir celui qui reçoit ce texte là maintenant, dont il le reçoit? Est-ce qu'il est supérieur à celui qui a déjà relu? Est-ce que si on lui dit le texte est déjà passé chez les relecteurs de Gallimard, est-ce qu'il va se sentir inférieur et se dire ok, non, ils ont déjà fait tout le boulot, pas moi, alors moi je n'ai pas grand-chose à apporter? Quelle est l'attitude que devrait avoir un relecteur appelé à relire un travail déjà dit relu? Ce métier, comme la plupart des métiers, exige de l'objectivité. C'est vrai que nous sommes dans la traduction littéraire, on traduit essentiellement l'émotion. Là, c'est subjectif la littérature. On traduit l'émotion. Mais lorsqu'il faut, en tant que relecteur, faire son travail, on a besoin de beaucoup d'objectivité. Ok. J'aimerais un peu ce que disait tout à l'heure. Chacun est libre de traduire. Ok. Si on reste objectif, quelle que soit la nature du texte, ok. Notre but est de rester focalisé sur le texte. Maintenant, on peut avoir des préférences, des influences culturelles et tout. Ça, je peux comprendre. Ok. Bon, maintenant, si je reviens à la question que vous me posez, il y a une chose qu'il faut éviter. En tout cas, comme moi j'évite, chaque fois qu'on me donne un texte, je ne vais pas parler de l'autre. Si on me dit qu'il a été relu, là, ça m'intéresse pas. Parce que c'est un contrat qui était signé entre l'autre et le demandeur et celui qui a fourni le service. Ça, c'est le contrat. Alors, on me renvoie le texte. Peut-être qu'il n'a pas été satisfait par la relecture. OK. Je fais ce que, je demande quelles sont ses attentes. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Quand je sais ce qu'il attend, j'essaie de rendre ce service-là. OK. Je ne suis pas m'attarder sur ce que ou ce qu'a fait l'être, a fait l'autre. Vouloir dénigrer, vouloir faire. Parce que je ne suis pas sûr que moi, mais après ma relecture, le client sera satisfait. N'est-ce pas? Il commence à dire non, c'est un mauvais relecteur, vraiment, non. C'est pas ça, c'est pas éthique. Il faut quand même, il y a un peu d'éthique dans chaque métier. Il faut prendre toutes choses avec beaucoup de pincettes. OK? Et aussi, ce complexe-là, tout à l'heure, vous avez dit Gallimard et tout. Il faut éviter ce complexe. Quand on sait qu'on a des compétences, OK, qui sont avérées, alors, si on nous propose un travail, alors qu'on fasse exclusivement ce qu'on nous a demandé de faire. Ce complexe, il peut être un frein. Si on pense que non, ces Gallimard, vraiment, ils sont trop puissants, ça peut avoir un effet sur nous. OK? Or, si on reste objectif, on se dit, voilà un travail sur lecteur, quel que soit ce que l'autre ait pu trouver comme, que le client ait pu trouver comme défaut dans le travail de l'autre, il m'a remis un texte sur lequel je dois travailler. Je ne prends pas en considération ce qui s'est passé avec l'autre. Moi, c'est comme ça que je travaille. OK? L'autre, ça vient. OK, d'accord. Ça on l'aura bien compris. Rester objectif. Déjà, oui, et ne pas considérer le travail qu'on a reçu comme un travail qui a besoin de nos compétences et travailler le plus possible à l'intérieur. Très bien. Maintenant, avant de passer à une autre phase, Feli, I'm quickly coming back to you, and with the same question now regarding translation. When you have to edit a translation, how do you stand toward it? Are you comfortable with editing translations
How difficult or easy can that be? Your mic, please. Your mic is off. Okay. Sorry about that. When you talk of edit, do you mean revision or proofreading? Yeah, revision. Yeah, revision. Okay, revision of revision. translations. Yeah. Well, it's the difficulty, the level of difficulty will depend on the translation generally. Because where I work currently, we have different translators at different levels. So the way one translator will translate will not be the same like some other translator will translate. And also we have in-house, what we call in-house usage. Okay. Yeah. So someone who is new, who is a novice in this field where I am striving, where I'm working, obviously will not translate like someone who has been working here for about 3, 4, 5 years or more. So the level of difficulty depends on the translator. There are translators, there are texts that I am faced that I would have a lot of work revising. I mean, translated by a particular translator, I may have a lot of work as compared to some other translator or some other translated work done by another translator. So it all depends on the person. It all depends on the person. But what I used to do since I don't just revise, when after I've revised, I call the translator and talk to the person. This is where your lapses were, this is what you have to work on, and this is how this is what you need to do, and so on and so forth. So that you do that in order to help the translator build their skills, whether it's with regards to in-house usage or with regards to translation as a whole. Yeah, okay, and we can understand that, and that's really great. That's really important as a translator to have to revise some others' word. Yes, you have to be in touch with him so that you make sure that the person this is exactly what the person meant and here and there and how the person understood it. That's very important. And now I'm staying with you with this question from Oben Eyike. Isn't it, as he's asking, isn't it frustration that makes one becomes a literary or maybe a proofreader or a reviser, something like that? Isn't it out of frustration that we become in it? I really don't get his question. Is he asking if it's a last kind of like a last resort that you become a proofreader? Just like maybe you couldn't do it, just like you couldn't do, maybe you couldn't become an author, you couldn't become a real translator or an active one, and now you become, all that you're left with is revising or proofreading, because now you feel like, okay, I couldn't do it, I will show the others, I will tell them, yeah, you didn't do this, you didn't do that, as I usually tell to people. So yeah, is it out of frustration that we become this or that as literary translator, reviser, or a proofreader? No, I don't think so. I don't think so. I think as a literary translator or a reviser or a proofreader, there is nothing, let me say it in French, like à peu près. You cannot just manage. You cannot manage as a literary translator, as a proofreader, as a reviser. You cannot manage. You cannot get into a profession like that out of frustration. I don't think so, because I mean, the skills you first of all need to be a good literary translator, to be a good reviser, to be a good proofreader, are skills that you first of all have supposed to have them. They need to be innate first of all, and then you can develop them. And usually there is nothing. Anyway, from my experiences, usually you cannot do anything good out of frustration.
hardly can you do anything good out of frustration. So if you are thinking that, I mean, most people or some people will get into literary translation or revising or proofreading out of translation, I say no. It can never happen. It can never happen. Okay. Because first of all, there are skills you need. There is that passion that you need. There is that love for what you do that you need. I mean, there are so many things that come into play. So many. And there is no way you would think that other things are failed. So let me get into this. No, I don't think so. Yeah. I don't think so. Okay, all right. I'm getting it. Yes, really for the. I really love the way you put it, and really it's important. Alexandra, alors, est-ce que le relecteur ne serait-il pas finalement celui qui revient, ce donneur de leçons, lui qui n'a pas réussi en tant qu'auteur? C'est déjà tellement difficile de réussir en tant qu'auteur qu'il faut bien essayer de faire quelque chose de base. Après, pour moi qui suis à la fois autrice et correctrice, c'est pas du tout la même posture. Lorsque je suis autrice, je divulgue mon message, je me mets au service de moi-même et de ce que j'ai envie de dire. Tandis que quand je suis correctrice, là, comme disait Jean-Michel tout à l'heure, c'est une posture déontologique. On doit être objectif. Et donc, je me mets complètement au service du propos de l'auteur. Et là, c'est plus moi que je vais procurer mon message ou mes idées que je vais diffuser, mais celle de l'auteur. Et c'est ce qui m'intéresse le plus dans ce travail-là, d'ailleurs, c'est de contribuer à la diffusion de connaissances de qualité. Et pour ça, il faut qu'elles soient accessibles visuellement, donc par la maîtrise de la langue. Mais non, enfin peut-être pour certains, mais dans mon cas, j'assouvis ma soif d'autrice en écrivant et en tant que correctrice, je me mets au service des autres parce que j'aime beaucoup cette posture de l'ombre, de l'humilité et qui demande ce petit travail de fourmi où on me regarde pas trop, on me laisse tranquille et on me fait confiance. Ça, c'est très important, la confiance. Et c'est pas du tout la même chose. Quand on est auteur, on est tout seul. Quand on est correcteur, ce qui est intéressant, c'est parfois de travailler à plusieurs parce que justement, pour moi, votre question de tout à l'heure, plusieurs regards sur un texte, c'est formidable parce qu'on est des humains, on est faillible, il y aura peut-être une petite coquille qu'on n'aura pas vu passer ou une virgule et à deux, on atteint presque la perfection et c'est là que c'est formidable de collaborer entre nous. Donc, non, pas de frustration pour ma part, peut-être pour certains, il faut y veiller et surtout rester, comme l'a dit Jean-Michel tout à l'heure, le plus objectif possible. As anyone will think about me today, Ok, bien sûr, rester le plus objectif possible. Thank you very much. Thank you very much. Philippe. All right. Okay, your mic. Okay. Philippe, your mic was on. So. Sorry about that. Okay. Yes, we can understand that those systems, yeah, they can happen. Alors, Jean-Michel. La relecture, est-ce qu'elle dépend de la capacité de l'auteur à écrire? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui naît en soi et qu'on arrive à apprendre? Parce que plusieurs fois, cette question, elle revient quant à l'incapacité du relecteur à écrire. Est-ce qu'on peut séparer le relecteur de cette capacité ou incapacité à écrire? Je pense que Alexandra, elle a répondu à la question tout à l'heure. Parce qu'elle a deux postures. Elle a la posture de l'autrice, de l'écrivaine. Il y a aussi la posture du relecteur. Je pense que nous tous là. Moi, par exemple, j'écris, toi tu écris, Alexandre, tout le monde écrit. Je pense que produire quelque chose, quelques poèmes, quelques nouvelles, n'est-ce pas? On n'a pas la même posture quand on est en train de produire ce texte. Lorsque j'écris, vraiment, c'est l'émotion, c'est au fond de moi. C'est ce à quoi je pense, l'idée, le message, l'émotion que je veux transmettre. Parce que je pense que l'écriture, d'abord, pour moi, c'est transmettre l'émotion. N'est-ce pas? C'est cette émotion que je veux transmettre. Maintenant, lorsque je relis, est-ce que je suis là pour transmettre l'émotion? Ou alors, je suis là pour laisser l'émotion que l'auteur a déjà mis dans son texte, mais apporter quelques
je sais pas, corriger les petites fautes, les petits coquilles qui apparaissent dans son texte. Et parfois lui conseiller que tu es tombé de cette émotion-là. Tu as formulé cette phrase ainsi, il est préférable que tu la formules plutôt de telle manière. Là, ça va le fait que tu sais. Mais c'est pas de venir dire, ok, non, vraiment, non, je ne réécris pas ton texte. C'est pas ce que je fais. Je suis pas là pour réécrire ton texte. Ok. Et je ce cas, bon, c'est vrai qu'on parle de relecture et traduction. Nous sommes un peu portés entre deux. Je prends un cas, par exemple. Je pense, vous avez tous lu, bon, pour certains, les 700 aveugles de Moutnon. 700 aveugles de Bafia. De Bafia, oui. Ok. Oui. Alors, quand on l'a lu, qu'est-ce qui se passe? On constate que c'est parce que un médecin a changé le protocole que le docteur Jameau a mis sur pied, qui a eu cette conséquence-là, qui a eu plus de 700 aveugles à Bafia. Ok? Est-ce que c'est une erreur? Ou alors, est-ce que c'est une faute? Ou alors, est-ce que c'est une, je sais pas moi, est-ce qu'on a violé le protocole quelque part? Ok? Mais sauf que, quand on lit la version traduite, par exemple, que j'ai interprétée, celle-ci, ça c'est la version traduite. Le titre c'est The Blunder. The Blunder. Ce que veut dire blunder? Blunder, c'est erreur. N'est-ce pas? Un peu, à ce moment-là, le lecteur qui lit en d'autres langues, celui qui va lire en anglais et en français, est-ce qu'il aura le même message? Ok? J'ai la chance de voir discuter avec Moulon. En fait, lui il pense qu'il y a un problème. Ok? C'est parce que le protocole a été changé. Mais ici, quand on lit à partir du titre, on a l'impression que c'est une erreur qui a été faite. Okay, alors, en tant que lecteur, comment est-ce qu'on fait pour maintenir, et en tant que traducteur même, n'est-ce pas? Ça devient assez délicat quand on veut jouer, je sais pas moi, le relecteur, ou alors on veut dire le co-auteur. Parce que si on refuse d'être auteur, d'être relecteur, on peut adopter la posture du co-auteur, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes là pour être co-auteur? Ok? Nous sommes là pour simplement pour être relecteur. Pour dire ici, voilà ce qui ne va pas. À mon sens, voilà ce qui est plus correct. Voilà. Je pense que c'est la posture que nous devons tous avoir. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. Nous passons directement à la question de Calix Laurence Pauline, qui revient sur la question précédente. Bon, évidemment, elle a sa question montre qu'elle a pris le temps en marche, mais voilà, est-ce qu'on peut faire un petit recap sur cette question de la place de l'auteur, du relecteur, dont on dit qu'il est un auteur qui n'a pas réussi, autre chose. Est-ce que tous les relecteurs passent par l'écriture? Oui, Pauline. Je réponds toujours à cette question. Si la chaîne du livre a tous ces maillons, ce n'est pas pour rien. C'est parce que les gens même qui ont créé ces maillons se sont rendus compte qu'il fallait travailler en équipe. Parce que tout ça, c'est une équipe, en fait, l'auteur, le relecteur, le bibliothécaire et tout ça, nous travaillons en équipe. Donc, pour moi, en fait, dire que le relecteur est un écrivain qui n'a pas réussi, pour moi, ce n'est pas du tout vrai. Hein. Vu que le relecteur lit, bien sûr, le texte, il apporte même, il donne des ajouts, il donne un apport considérable à l'auteur. Donc, comment on peut dire qu'il est un écrivain qui n'a pas réussi, vu qu'il écrit le texte avec l'auteur? Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que il y a des maillons dans la chaîne du livre. Tout le monde ne peut pas être auteur. Enfin, tout le monde ne veut peut-être pas aussi être auteur, forcément avoir son livre et tout ça. Mais le travail que nous faisons, c'est un travail d'auteur quelque part, parce qu'on travaille le texte avec l'auteur. On comprend, on entre dans sa psychologie. On est l'auteur, en fait. On est chaque auteur. On n'est même pas un auteur, on est plusieurs auteurs, en fait. Vu que si on a 50 textes, on a 50, nous sommes 50 auteurs. Bon, je pense que dire frustré, non. Déjà, peut-être qu'il faut définir un peu la frustration ici. Je ne sais pas ce que Aubin voulait dire tout à l'heure, par exemple, mais je pense que le relecteur, il est tous ces auteurs-là, peut-être en plus, en fait, parce que lui, il doit lire un texte aujourd'hui. Demain, le texte qu'il ira demain, il faut oublier le texte d'hier, hein, et entrer directement dans le personnage, dans l'auteur d'aujourd'hui, continuer ainsi à apporter des choses nouvelles. Donc, le relecteur, c'est celui-là qui son cerveau travaille non-stop en fait. Donc, frustré, je ne pense pas, mais comme j'ai dit, tout le monde ne peut peut-être pas avoir un livre où c'est écrit, par exemple, Pauline Ongono,
Parce que là, je me sens complètement visée, en fait. Parce que j'ai, voilà, le texte que je ne vais pas forcément voir publié maintenant. Mais comme je l'ai dit, hein, moi, j'estime que je suis auteur parce que je lis les textes, je donne des ajouts, j'apporte même un plus. Jusqu'ici, je n'ai jamais eu de problème, moi, par exemple, avec des auteurs. Chaque fois que j'ai tenu un auteur, après, il me dit qu'il est content et tout. Et quand son livre sort, il n'y a pas de retour négatif sur la relecture, en tout cas. Donc, je pense que dire que, voilà, c'est pas de c'est pas, on n'est pas des auteurs ratés, on n'est pas des auteurs qui n'ont pas réussi au contraire. Nous sommes plusieurs auteurs dans un seul temps. Voilà. D'accord. Alexandra, quand j'écoute tout ce qui est dit là, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que ta posture d'auteur, est-ce qu'elle te rend plus légitime? Est-ce qu'elle te rend plus importante, relectrice que les personnes qui ne le sont pas? Non. Non. Je crois que vraiment, s'il y a un maître mot dans cette posture de correction, c'est l'humilité. La posture d'autrice et correctrice, elle est intéressante parce que je peux un peu envisager les deux aspects. Ce que peut attendre un auteur, encore que ce serait mes attentes à moi, je me fie à ce que l'on me dit pour ce qui est des autres, mais ça permet d'avoir un double point de vue, mais en aucun cas, ça fait de moi une correctrice plus légitime qu'une autre. On n'est pas obligé de passer par le fait d'écrire soi-même des ouvrages pour pouvoir en corriger d'autres. Et je pense que cette histoire de frustration, c'est peut-être une question à se poser avec soi-même, une vigilance à avoir effectivement. Mais moi, j'ai des consoeurs qui n'écrivent pas de textes à proprement parler, de romans, etc., mais qui sont des correctrices hors pair d'une discrétion incroyable parce qu'elles connaissent la langue, parce qu'elles connaissent leur place et que surtout, elles la respectent. Voilà. Et je crois que c'est là l'essentiel. C'est d'avoir conscience de tout ça et de ses limites aussi. Tout à l'heure, Pauline a dit ça et j'ai beaucoup apprécié. C'était pas le même sujet, mais connaître ses faiblesses et puis surtout avoir des points de vigilance autour de ces dernières. Voilà. D'accord. Philly, now, talking about the context, Emmanuel Golobi is asking whether it is an obstacle to literary translation. How do you manage with context when you have to translate? Do you do what you want, how you feel things, or how should a translator behave when he has a particular context that is given to him to translate, and it is not his own context? Or yes, we previously talked about your beliefs, your values, but now let's talk about cultures. And I believe Daniela Kisi has the same question regarding it, the context, the culture. So what is stronger when you have to translate? The context that is given to you, or the culture? What is more important when you have to translate? I think when you talk of context, what are you referring to? Exactly like what Jean-Michel said about Patrice Ganan's book. Yes, that Baton de Manioc and this and that. Okay, it can be that. But now there are some things that we observed. We had a book, Madiba on a Tuesday. That was a translation, and we saw parts that were not translated because maybe the translator was a Christian. Yes, an active Christian, a strong believer in church values, and she didn't translate some things, or she just said a global. She has a global view. Give an explanation. Yeah. So, is it translating? So, how do you advise a literary translator who is starting when he has those kind of things to do? Do you refuse to translate them, or you have to? Yes, you previously gave a part of an answer, but then we need to know more about it. I think that when faced with a situation like this, you need to agree. There needs to be an agreement between you and the author. Okay, right. Because
you've brought up two situations. A situation where that notion was not translated. They give some sort of an explanation for the term or for the expression. If in that situation the author was okay with it. In another situation, the author may not want you to explain. He may want you to give to actually translate the word so it suits a specific context. So I think it's an agreement between the author, the editor, and even because the editor of that a book also needs to be part of those persons who need to agree on what to do about a specific term or expression. Because in a case like this, it's not just the translator who takes the decision. Okay, the translator may have translated, but now how is that translation going to be received in a specific context? There, the author as well as the editor will have a say in that. And it's only after you guys have agreed on what to do that the translator will be able to either translate or maybe give an explain the term or the expression, whatever it is. Okay. That's good. So you can advise an author, you can tell him, okay, what you said can be said, what you wrote can be said there, but now you're translating for this audience, and this audience cannot read it. So isn't it giving another story? Isn't it still translation? Well, I think in a way it's translation. Why not? I remember I did a short story by Wemi Mayres, yes, and the short story was supposed to be published, was supposed to be read by US audience. I did the translation, and when it got to the editor, there were some changes, and that was to suit the audience. And it didn't even end there, because it was supposed to be transformed into an audiobook. There were some other changes that were made. So it's all about agreements between the author, the translator, the editor, and also because context is very important. Like the example he gave, there is no way an Owondoman will resonate with what the translator, the term, with how the translator translated the term Baton de Manuel. There is no way an Owondoman will relate with that. And even if it's you're translating for an audience that is not a is not Cameroonian, an audience that's not a Cameroonian audience. I mean, the fact that you will translate, I'm taking the example that was given here. The fact that you will translate Baton de Manuel by Cassava Sticks, it's going to cause some kind of confusion in the mind of the reader. Because, I mean, reading books too helps people, the readers, to understand other cultures. That's another reason why people read. There's so many things you could grasp just by reading a particular piece of writing. There's so many things about other cultures that you will get to learn. And if you read something like that, and it causes you to think, to ask yourself questions, then there is a problem somewhere with the translation. Okay, all right. That is we have a literary translate. We have a conversation within this week regarding how to translate the author's literature. Yes, translating the author's literature, because we really need to discuss about how to convey values, how to convey cultures, how to convey this and that. So if we change things, are we still giving the author's work, or now we are just keeping others in their comfort? We will have a discussion about that. We have that discussion this week, and
that will be really interesting to have this point. Alors, Pauline, comment doit se comporter le relecteur face à la critique? Le relecteur ou le traducteur face à la critique. Bon, je laisse la seconde partie parce que nous avons eu un autre échange sur les IA. Mais déjà, face à la critique, déjà, comment devrait se comporter le relecteur, un relecteur, comment il doit se comporter face à la critique, étant donné, bon, déjà, il est invisible parce qu'il y a une autre question de Calix Laurence qui suit, demandant si le relecteur peut se prévaloir de son travail sur l'œuvre d'un auteur qui gagnerait un grand prix littéraire. Est-ce qu'on dirait, oui, c'est moi qui ai relu ce texte qui a été prix Nobel, c'est moi, ce texte qui a été Goncourt, c'est moi et autre chose. Donc ça, en ayant cette question-là déjà, donc voilà comment l'auteur, le relecteur peut se conduire face à la critique. De l'auteur ou alors du lecteur, du lecteur par exemple. La critique de qui spécialement justement? Parce que le relecteur est censé être dans l'ordre, en fait. Je n'ai jamais vu ce type d'un livre, le lecteur Alexandra ou relectrice Alexandra, je n'ai jamais vu ça. Donc, je ne sais pas, critique venant de qui, en fait, si elle peut apporter une précision. Mais s'il faut quand même répondre, je vais dire, tout à l'heure, Alexandra a parlé de l'humanité. Et là, je vais prendre le cas d'une critique venant de l'auteur. Nous sommes des êtres humains, ça veut dire que l'auteur peut dire, voilà, je ne veux pas une autre façon de relire mon texte. Et là, il faut être assez humble pour l'écouter. Et là, peut-être vous verrez qu'au départ, vous ne vous êtes pas peut-être bien entendu sur les différents critères. Mais je pense quand même que si on en travaille avant de passer à la relecture, normalement, on devrait faire le travail que l'auteur souhaite. Donc, j'aimerais bien savoir, la critique, c'est, voilà, venant de qui? C'est un peu ça. D'accord. Ok, Alexandra va devoir nous quitter. Mais Alexandra, avant de partir, j'aimerais te poser cette dernière question, toujours de Calix. Cette dernière question, c'est le relecteur doit-il à jamais rester dans l'ombre? Aussi bon soit-il? Pour moi, oui, parce que la récompense en tant que correcteur-relecteur, on le sait que c'est une posture d'humilité et de l'ombre, après c'est que mon avis, mais pour moi, le but là, il est vraiment de se mettre au service de l'ouvrage d'un autre et j'ai pas l'impression que ce serait légitime de se prévaloir. Alors oui, c'est une fierté, on peut le dire, mais je crois qu'effectivement, comme disait Pauline, on fait partie de l'ouvrage, mais c'est pas notre bébé, c'est celui d'un auteur et je pense que si on veut gagner un prix littéraire, faut écrire notre propre livre. Voilà, je crois qu'il faut pas confondre tout. Maintenant, on fait partie des auteurs de cet ouvrage, mais c'est pas quelque chose dont on doit se gausser, à mon sens. Et oui, on est reconnu, oui, bien sûr, parce que si l'auteur, il est content de notre travail, si on a vraiment répondu à son besoin, mais c'est là notre reconnaissance, en plus du salaire, évidemment. Et c'est là que, en fait, c'est déontologique et objectif, c'est que on a une demande précise, on est là pour y répondre et pour faire le plaisir de la personne qui nous a émis cette commande précise. On n'est pas là pour soi et c'est vraiment une posture sur laquelle il faut revenir chaque jour quand on se met au travail, ça, je crois. C'est qu'on est là au service de l'écriture de quelqu'un d'autre. Voilà. Et je relis rapidement la question. Rester à jamais dans l'ombre. Non, s'il se met à écrire ses livres à lui et qu'il arrive à avoir du succès, il restera pas dans l'ombre. Et puis finalement, est-ce qu'on a tant besoin d'avoir du succès que ça? C'est aussi une question à se poser. Est-ce qu'on a tous envie de ça? Enfin, moi, pas du tout, par exemple, jamais. Donc voilà, c'est à travailler, c'est une question à se poser. Mais c'est vrai que c'est étonnant comme l'histoire de la frustration et tout ce qu'elle peut générer revient et je suis assez surprise et je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit quand on engage dans cette voie. Voilà. Et tant que je vous tiens, je vous remercie tous les quatre pour ce moment vraiment intéressant et je suis très, très, très désolée de devoir m'en aller, mais merci pour la qualité des échanges, pour les apprentissages réciproques et pour toutes ces questions. Voilà. C'est nous qui te remercions, Alexandra, d'avoir pris de ton temps. Et merci encore. On espère se retrouver dans les prochains jours, vu que le RTW continue jusqu'à dimanche.
Je ferai de mon mieux. Je vous souhaite une très bonne semaine et plein de bonnes choses pour vous. J'espère que ça va vous permettre de diffuser. Merci. Bonne Merci, journée. Au merci revoir. Alexandra. Ok, bonne journée, bonne journée. Alors, Jean-Michel, Oui. dans certaines cultures du livre, nous avons, notamment chez les anglo-saxons, très souvent on voit par qui le livre a été relu. C'est mentionné autant que le traducteur est mentionné. Alors, d'un autre côté, surtout du côté de notre littérature francophone, française, nous voyons très peu, en fait, nous ne voyons pas les relecteurs mentionnés, comme on mentionne les traducteurs. Les traducteurs sont systématiquement mentionnés. Alors, est-ce que le relecteur devrait en être frustré? Est-ce qu'il devrait être frustré de rester dans l'ombre comme Calix le demandait? Est-ce qu'il devrait s'attendre? Est-ce qu'il voudrait qu'on mentionne aussi seulement ce livre lu par tel? Bon, et bien sûr, avec le risque de porter la critique qui pourrait démolir la relecture de ce livre. Alors, comment il devrait se sentir à la base quand il commence? Est-ce qu'on doit lui dire, tu ne seras jamais connu pour ce travail? Est-ce qu'il doit l'accepter? Tu ne seras jamais connu, je ne pense pas. Mais bon, comme on l'a dit tout à l'heure, le traducteur, son nom apparaît sur le livre. Bien, le relecteur, non. Dans le contexte francophone, disons ça comme ça. Mais pourquoi? Il faut comprendre pourquoi. Je pense qu'un texte, avant qu'il ne soit publié, il passe par plusieurs relectures. Il passe par plusieurs relectures, le même texte. Alors, si, imaginons une entreprise, je vais citer comme ça, des éditions Acolyte, prenons ça comme ça. Acolyte a plusieurs relecteurs. OK? Donc, c'est un travail à la chaîne. Le premier relecteur, il a un rôle à jouer, une tâche précise à remplir. Le second également. Le troisième, peut-être le dernier relecteur. Alors, est-ce qu'à la fin, on va mettre lecteur 1, lecteur 2, lecteur et tout ça? Est-ce que ça va? En fait, comme l'a dit Alexandre avant de partir, l'auteur est celui qui doit être célébré à ce moment-là. OK? Nous sommes des personnes qui travaillent dans l'ombre pour dire à l'auteur, OK, pour élever l'auteur. Je pense que c'est ce que nous faisons. Si on veut être célébré, nous tous sommes écrits, n'est-ce pas? On peut également se mettre à l'écriture. Mais maintenant, je comprends. Parce que c'est aussi une question de marketing. OK? Parce qu'en mettant son nom là, relu par et tout, si le texte est bien fait, alors on a besoin de ce même relecteur là. C'est une question de marketing. Je peux comprendre peut-être cette question qui voudrait que le relecteur soit détaché, soit caché carrément Mais bon, il y a d'autres plateformes où il peut vendre son talent, pas forcément sur pas venir arracher sa gloire sur la gloire de quelqu'un d'autre. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Hein. Oui, parce que, Pauline, parce que le préfacier, on le connaît. Même dans à la partie des remerciements, à la partie d'éducation, on va dédicacer à tel. Mais le relecteur, c'est l'ombre absolue. Bon, je me dis aussi que peut-être c'est parce que c'est un métier qui a tardé à éclore. Il y a eu des faits plumes à l'époque, jusqu'aujourd'hui, il y a des nègres, il y a des ghostwriting jusqu'aujourd'hui. Mais le préfacier, le postfacier, tout ça là, on estime que vu que leurs écrits apparaissent dans le livre, ils doivent apparaître en fait. Même en bibliothèque, alors qu'on fait les catalogages, si un texte a un postfacier, préfacier, on est obligé de mettre son nom sur la fiche de catalogage. Mais le relecteur, lui, voilà, il existait depuis longtemps, c'est vrai, mais les anciens, les auteurs d'avant avaient du mal. L'ego de l'écrivain, en fait, avait cet ego de l'écrivain de dire que voilà, tel m'a relu, et c'est pour ça que ce livre aussi est bien. Nous savons tous qu'il y a des auteurs qui n'écrivaient pas leurs livres, mais qui sont des ghostwriters qui écrivaient leurs livres. Eux, ils avaient la voix, justement. Donc, je pense que c'est à cause de ça. Mais je pense que si un relecteur est vraiment bon, il devrait, pourquoi pas. Comme Jean-Michel l'a indiqué, c'est un coup marketing aussi. Et c'est peut-être là que la question de Dominique Baudier sur la critique, c'est-à-dire lorsqu'on accepte de mettre son nom sur un livre, voilà, il faut aussi s'attendre à cette critique-là parce qu'on sera pris à partie même plus que l'auteur, parce qu'on est censé être celui-là qui permet que le texte paraisse vraiment.
Mais il faudra vraiment, comme on dit chez nous, s'armer de beaucoup de cardio pour supporter cette critique-là et avoir assez d'humilité, assez de passion, assez de force pour continuer même dans ce service-là. Voilà. Je pense, juste pour ajouter un peu ce que Pauline dit, tu as évoqué quelque chose d'important. À la page de remerciements, par exemple. Pourquoi pas? Hein? On peut essayer de mettre à la page de remerciements ce texte a été relu par tel. Nous remercions. Ça, je pense que pour moi, ça peut aider. Si on veut forcément que son nom apparaisse quelque part. Ouais, ça peut aider si le ça peut non. Voilà. Ok, très bien. Bon, d'accord. Bien, nous sommes arrivés à il nous reste juste 2 minutes, donc juste le temps pour nous de dire à toutes les personnes, de dire merci à tout le monde qui nous a suivis déjà. Donc, merci tout ce monde, Alexandra et Félicité qui étaient avec nous et qui ont dû partir pour d'autres raisons, mais elles ont rempli le temps donc voilà. Demain, le RTW continue. Il continue toute la semaine. Tout le programme est disponible sur la page Acolyte, Facebook et sur toutes les autres pages, LinkedIn, Instagram, partout ça se trouve. Donc, merci d'être là. Continuez de nous suivre. Nous avons encore des échanges plus enrichissants qui arrivent et surtout, restez connectés. Voilà, Pauline, Jean-Michel. Merci. C'est vrai qu'au quotidien déjà, c'est pas facile de revivre. Alors là, ça a été encore plus éprouvant. Mais bon, voilà. Bon, je pense que Ray a un souci. Bien, donc moi je vais juste dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci infiniment à tous les panélistes du. Non, merci pour les choses, merci pour l'organisation. Merci infiniment d'avoir demandé un atelier de lecture avec Ray Lévy. Donc vous pouvez vous inscrire à l'atelier encore jusqu'aujourd'hui à 23h. Et vous obtiendrez le lien qui vous permettra de participer à l'atelier de relecture là. Et le thème en français sera 4 clés pour une relecture optimale. N'hésitez pas à vous inscrire jusqu'au Les programmes continuent jusqu'à dimanche. Abonnez-vous à Acolyte pour apprendre toutes ces informations-là. Vraiment, c'est un moment super agréable. Merci à Alexandra qui était là. Et merci à tous. Très bien. Nous vous retrouvons donc demain et c'est sûr que ce sera un autre bon moment. Du 3 au 7 juillet 2024, Acolyte et Ghost Universe, engagés dans la production littéraire de qualité, vous invitent à la semaine des lecteurs et des traducteurs. Découvrez l'art de la traduction et de la relecture, les nuances de la langue. Préparez-vous durant cette semaine exceptionnelle à des dialogues enrichissants, à des ateliers pratiques et à des discussions animées qui promettent d'être aussi intense que productive. Tout cela pour vous garantir une expérience qualifiante et certifiante dans le monde littéraire. Vous êtes traducteur ou lecteur passionné, votre contribution est précieuse pour façonner l'avenir du livre. Inscrivez-vous dès maintenant en suivant le lien dans la description et redécouvrons ensemble le plaisir de lire et de traduire. Readers and Translator Week Online pour une littérature de qualité.